De retour après cette pause musicale sud-africaine et afrikaner, nous reprenons le cours de notre émission. Et dans cette seconde partie, nous allons évoquer avec Bernard Luglan son dernier ouvrage, Histoire des Berbères, un combat identitaire plurimillénaire. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet directement, mon cher PGL, en attaquant par... Déjà, un petit peu le pourquoi de cet ouvrage. Une question minée, une question controversée aujourd'hui avec justement au regard des printemps arabes, de l'identité arabo-islamique qui est souvent mise en avant pour l'Afrique du Nord. Donc, comment décliner cette question berbère ? Oui, le grand problème, c'est que les Berbères sont les grands oubliés de l'histoire parce que l'Afrique du Nord n'est pas arabe. Elle est certes musulmane, mais elle n'est pas arabe. Et il ne faut pas confondre arabe et musulmans. Ou arabisés. Oui, tous les Arabes ne sont pas musulmans, et tous les musulmans ne sont pas des Arabes. Voilà, puisque le premier pays musulman n'est pas un pays arabe. Oui, l'Indonésie, la Fédération d'Indonésie. À l'heure actuelle, numériquement, suivi absolument. Par le Pakistan, de très près. Alors donc, tout le problème est que l'Afrique du Nord, depuis la Libye jusqu'au Maroc, y compris les îles Canaries, mais la population berbère des îles Canaries a disparu. Les Guanches, le fameux Guanches. Ou est métissé avec... Blond aux yeux bleus, comme on souvent le décrivait. Donc le vieux fond de population de l'Afrique du Nord est berbère. Et ces berbères ont été islamisés et en partie arabisés au cours de l'histoire, à la suite d'événements dont nous allons peut-être parler. Et cette idée de faire ce livre m'est venue parce que, si vous voulez, depuis longtemps, je suis conscient de ce véritable vol de personnalité que subissent les Berbères. Parce qu'on veut les faire passer pour des Arabes. Or, ils ne sont pas arabes. Vous avez écrit une histoire du Maroc et de l'Égypte, entre autres. Donc déjà, je vois plus. C'est une région. Écoutez, je connais un peu. Moi, je suis né au Maroc d'ailleurs. Oui, j'ai passé toute mon enfance au Maroc, en pays berbère notamment, et donc je connais bien cette question. Et il est bien évident que nous sommes en présence, j'allais dire des Gaulois de l'Afrique du Nord. Les Berbères, ce sont les Gaulois de l'Afrique du Nord. Ce sont les indigènes. C'est le fond de population. Alors, c'est pour cela que j'ai fait ce livre, pour leur rendre leur histoire, parce que tous les grands phénomènes de l'histoire de l'Afrique du Nord, jusqu'au XVIe siècle, se font autour de dynasties berbères. Tout à fait. Alors, vous montrez que le terme berbère est un terme générique, un peu problématique, qu'il cache une réalité plurielle. Des réalités, oui, plurielles. Des réalités, voilà, plurielles. Donc, en fait, comment caractériser un petit peu le monde berbère, on va dire, tout au long de l'Antiquité, avant la conquête musulmane, et en intégrant le moment romain, bien sûr. Disons que le monde berbère va rester authentiquement berbère, grosso modo, jusqu'au XIIIe ou XIVe siècle. Avec l'exception de la partie orientale de la Libye, qui va être rapidement arabisée, et de la Tunisie, qui, elle également, va être relativement arabisée. Mais tout ce qui est actuelle Algérie, actuel Maroc, toutes ces deux grandes régions, et le monde saharien, vont demeurer berbères jusqu'au XIIIe siècle. Parce que l'apport ethnique arabe, au moment de la conquête, est une goutte d'eau dans l'océan berbère. C'est vrai que ça reste une question très controversée aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est pas controversé historiquement. Non, je veux dire par rapport aux tenants aujourd'hui de l'identité arabe, c'est des questions alors, donc, il y a deux logiques. Il y a l'idéologie arabo-musulmane qui dit, et c'est l'idéologie officielle de l'Algérie, qui dit, certes, bien sûr que les Berbères étaient là avant, bien sûr que le fond de la population est berbère, mais parce qu'ils se sont convertis à l'islam, ils sont rentrés dans le monde culturel arabo-musulman. L'Oumma, la vision de l'Oumma, la vision universaliste. Voilà. Ça, c'est la vision, si vous voulez dire, nationaliste, pan-arabe, maghrébine. Et puis les Berbères qui disent non, nous sommes restés berbères, nous avons gardé notre langue, etc. Alors, le grand problème vient du fait que, et ça, c'est très intéressant. Là, l'historien se régale en travaillant là-dessus, parce que c'est très intéressant, car nous sommes bien documentés, nous avons des travaux, nous avons des sources fort importantes. Et en fait, il faut distinguer au Maghreb deux zones. Il faut distinguer le Maghreb oriental, disons l'actuelle Tunisie jusqu'à la région de Constantine à peu près, et toute la partie située plus à l'ouest, et essentiellement le Maroc.
la partie de l'Est a été christianisée, pas la partie de l'Ouest. Il y a eu une énorme christianisation du monde maghrébin, des Berbères maghrébins, dans l'actuelle Tunisie, dans l'Algérie centrale et orientale. Saint-Augustin était d'Hippone. Oui, On l'oublie. oui, mais Ça le rappelait, il n'y a pas que ça. Bien oui, sûr, il n'y a pas que ça. Il y avait 150 évêchés, etc. Mais quand vous passez à la hauteur de l'actuelle ville d'Oran, par exemple, jusqu'à l'Atlantique, il n'y a plus de chrétienté. Il y a 2 petites chrétientés, une à Tanger, une à Ceuta. On n'est même pas certain qu'il y ait eu une véritable chrétienté à Volubilis, et au moins indigène. Ce qui fait qu'il n'y a qu'une petite partie du Maghreb qui a été romanisée et christianisée. Cette partie romanisée et christianisée, c'est là où ça devient intéressant, va résister aux Arabes, pas la partie non romanisée. D'accord. Mais cette partie qui va résister aux Arabes, une fois qu'elle va être vaincue, va se convertir à l'islam et va perdre son identité berbère. Tandis que la partie ouest, essentiellement le Maroc, va se convertir tout de suite à l'islam et va conserver son identité berbère. C'est-à-dire que les berbères marocains vont se servir de l'islam pour échapper à l'arabisation. D'accord. C'est fondamental. Et chaque fois qu'ils vont être menacés par un pouvoir arabe, qu'il s'agisse d'un pouvoir arabe venant d'Espagne ou un pouvoir arabe venant des khalifats orientaux, ils vont adopter les hérésies de l'islam qui vont leur permettre d'écarter la menace du monde arabe. Et chaque fois qu'ils auront repoussé cette menace, ils reviendront à l'orthodoxie sunnite. Donc, le fait berbère, c'est moi je parle, un combat identitaire plurimillénaire, le fait berbère est un fait de résistance et d'adaptation. Et il faut bien voir que pour ces berbères, l'islamisation a été un moyen d'échapper à l'arabisation. Parce que, en se convertissant tout de suite à l'islam, ils n'ont pas été assujettis au statut des vaincus. Dhimmi, entre autres pour les autres. Ouais. Ils ont été associés à la conquête. C'est eux qui ont fait la conquête de l'Espagne. Alors ensuite, tout va évoluer au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe. Que va-t-il se passer au XIIe, XIIIe siècle ? Il va se passer que vont arriver, pour la première fois, des masses arabes. Alors ces masses arabes sont des tribus les tribus hilaliennes, Beni Solahem, Beni Hilal, Beni Makhil, etc., qui vont sortir d'Arabie, qui vont dévaster le nord de l'Égypte, et ces tribus vont être, au XIe siècle, envoyées par les Fatimides vers l'ouest, vers la Libye. Donc, rappelons pour les auditeurs que c'était un califat chiite qui était établi au Caire. C'était des Berbères surtout. Oui. Attention. Parce que les Fatimides, ce sont les Berbères Koutama de Petite Kabylie. Certes, le leader n'est pas berbère, mais toute la troupe est berbère. Ce sont les tribus berbères qui vont conquérir l'Égypte. Et quand les Fatimides déplacent le siège de leur commandement du Maghreb en Égypte, ils laissent le commandement à d'autres berbères qui vont se soulever assez rapidement pour échapper à la tutelle fatimide, toujours l'indépendance berbère. Donc, les Fatimides d'Égypte, pour se venger des Berbères qui se sont révoltés contre eux, et pour écarter le danger arabe qui déferle sur le nord de l'Égypte, vont envoyer ces tribus vers l'ouest. Et ces tribus vont arriver, elles vont commencer à déferler sur l'Afrique du Nord. Alors nous avons les descriptions qui sont tout à fait importantes, et là, nous sommes au moment de la dynastie almohade, des Almohades, dynastie berbère, authentiquement berbère. Ce sont les berbères du Haut Atlas marocain, les Almohades. Qui vont débarquer en Espagne. Oui, entre autres. Alors, les Almohades vont se porter en avant de ces tribus arabes. Ils vont les écraser. Ils vont vraiment les écraser. Et là, ils vont prendre une décision qui va être lourde de conséquences, car ce vont être des berbères qui vont arabiser le Maghreb. Au lieu de les repousser vers la Libye et vers l'Égypte, ils vont les faire rentrer dans leur ditch, dans leur armée, parce qu'ils ont besoin de troupes pour aller en Espagne. Parce qu'au même moment, en Espagne, la Reconquista chrétienne est en train de pousser vers le sud. Donc, ils font rentrer
ces tribus dans le service almohade et il les ramène avec eux vers l'actuel Maroc et il les installe dans la vallée de la Moulouya, donc entre l'Algérie et le Maroc, et ils vont les installer dans les plaines de Marrakech et surtout dans toute la région côtière et des Doukala marocaines. Et ces tribus arabes vont arabiser les Berbères de la région, à telle enseigne qu'aujourd'hui, dans ces régions, vous avez affaire à des Berbères qui pensent être d'ascendance arabe. Ah oui. Qui ont intériorisé complètement. Complètement. Ils ont totalement intériorisé. Et en Algérie, c'est la même chose. En Algérie, vous avez la majorité de la population qui est berbère, j'allais dire génétiquement, si on peut parler de génétique à ce propos, et qui pense être arabe. Alors, combien de fois je discutais avec des amis, ils me disent mais non, nous sommes arabes puisque nous descendons d'un tel, un tel. Je dis mais non, c'est une fausse généalogie. Parce que quand ton ancêtre, en 1000 et quelques, ou en 900 et quelques, ou en 1120, s'est converti à l'islam, il est rentré dans une kabila arabe. Et en entrant dans une kabila arabe, il a pris la généalogie de la famille qu'il avait convertie. D'accord. Ce qui fait qu'ils vont vous réciter une généalogie. Alors, les premiers spécialistes de l'Algérie ont dit, oui, ils sont des Arabes, regardez la généalogie. Pas du tout. Ce sont des emprunts généalogiques. C'est-à-dire, on entre dans l'islam et on entre par le biais de quelqu'un qui vous a converti et vous adoptez sa généalogie. Donc nous sommes en présence d'Arabes, de Berbères, que l'on qualifie, comme disait, qu'on qualifie audacieusement d'Arabes. Pour revenir très rapidement aux données anthropologiques, vous précisez dans votre ouvrage que les Berbères sont de véritables autochtones en Afrique. Ah, complètement. Et vous reprenez un petit peu, dans l'ethnogénèse du peuple berbère, cette question des Afrasiens, d'où découlerait il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a l'aspect linguistique et il y a l'aspect, j'allais dire, génétique. Deux choses totalement différentes. Linguistiquement, nous sommes parfaitement documentés. La langue berbère est une langue afrasienne, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant langue afro-asiatique. Pas afro-asiatique, c'est une langue afrasienne. Ce sont des langues qui sont toutes nées Éthiopie, Érythrée à peu près. Et cette langue a éclaté. Et de ce noyau afrasien qui éclate il y a 15 000 ans à peu près, vont surgir 3 rameaux. Un rameau qui va donner naissance à l'arabe et à l'hébreu, et non pas rameau sémitique, alors, et non pas à l'hébreu et à l'arabe, à l'arabe et à l'hébreu. Un autre rameau qui va donner naissance à l'ancien égyptien, et un autre qui va donner naissance aux berbères. Je ne parle pas des rameaux sud, je parle uniquement des rameaux nord. Alors donc, au point de vue linguistique, nous sommes bien documentés. Mais, au point de vue génétique, les Berbères sont les indigènes qui ont toujours habité là, toujours habité dans cette partie de l'Afrique du Nord, avec bien entendu des apports venus d'Europe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'archéologie, etc., a bien montré que par les deux zones de contact les plus proches avec l'Europe, c'est-à-dire l'Espagne et la Tunisie et la Sicile, nous avons des apports qui viennent d'Europe aussi. Donc, population indigène qui a toujours été là, qui reçoit des apports européens, et qui, ensuite, va recevoir énormément d'apports à l'époque carthaginoise, avec les Sémites qui arrivent de Phénicie, à l'époque romaine, avec des troupes qui arrivent de partout. Par exemple, il y a des garnisons romaines, des garnisons qui sont d'origine danubienne. Bon, et ces gens restent sur place. Bon, il y a donc les Vandales plus tard. Vandales plus tard. Ensuite, tout ce mélange qui résulte des arrivées des Turcs, etc. Et des esclaves, africains, subsahariens aussi. Oui, bien entendu, surtout au Maroc. Oui. Et également énormément d'Européens, parce que à l'époque des Almoravides, empire berbère, rigoriste, etc., il y a des régiments entiers de chrétiens. Oui. Même de Slaves, il y en avait en Espagne. Mais ce ne sont pas des esclaves, ce sont pas des esclaves. Non, des Slaves, je veux dire, des Slaves. Moi, je parle des régiments entiers. Oui. Quand on voit ou bien les Castillans ou les Aragonais, et ils ont leur garnison, etc., ces gens font souche sur place. Donc, il y a, si vous voulez, un mélange qui est considérable. C'est vrai que vous avez des types physiques totalement différents. Alors, les types il y a un panel très ouvert, physique. Vous avez, je raconte toujours cette histoire. On entend parler des complexions claires qu'on pouvait trouver dans certains coins de Kabylie. Je raconte toujours l'histoire. Un jour, j'étais sur Royal Air Maroc, une hôtesse qui me sert un café, et je lui dis, vous êtes de telle tribu du Rif.
Et elle me dit, mais comment vous le savez? Je dis, parce que vous êtes rousse, vous avez les yeux verts et vous avez des taches de rousseur et vous ressemblez à une Irlandaise. Donc vous êtes de telle tribu. Elle me dit, oui, c'est vrai. Mais au même moment, vous avez le pilote qui peut être totalement noir. Parce que lui, ça va être un berbère du Sud, dont les grands-pères... négrifiés, quoi, voilà. Dont les grands-pères avaient des femmes esclaves. Et dans les mêmes familles, vous avez des blonds et des noirs qui sortent. Donc vous avez un mélange, un panel... maintenant, c'est la langue qui les distingue, hein, la langue. C'est une histoire passionnante, cette histoire des Berbères. Parce que complexe mais passionnant. Oui. Alors justement, ce fait de berbère, comment il se décline à l'époque ottomane, hein, donc, entre, on va dire, bon, le fait almohade, dont vous venez de parler, et puis, bon... Disons que le Maghreb, jusqu'au XVe siècle, est gouverné par des dynasties berbères. Et puis, à partir disons, grosso modo, le XVIe siècle, XVIIe siècle, il y a un basculement qui va se produire. Toute la partie centrale, orientale, va passer sous contrôle ottoman, et la partie occidentale, c'est-à-dire l'actuel Maroc, sous le contrôle d'une dynastie arabe, les Alaouites, qui sont toujours au pouvoir au Maroc. Et donc, à l'époque ottomane, le Maroc va lutter contre les Ottomans, et toute la partie l'Algérie, Tunisie et Libye actuelle, ce sont des possessions, des bellicats ottomans. Voilà, oui, avec les fameux des barbaresques qui feront régner aussi une insécurité assez constante dans cette partie de la Méditerranée, entre autres. Oui. Disons jusqu'à la fin, disons jusque dans les années 1780. Après, ça se calme. 85-90, il va y avoir encore des expéditions, effectivement. Après, disons dans les années 1830, quand se fait la conquête de l'Algérie, le phénomène a quasiment disparu. Alors, au moment du débarquement des Français, que ce soit sur un mode colonial ou de protectorat, quel va être un peu le traitement qui sera réservé aux Français, aux Berbères, par l'administration française? Est-ce qu'il y aura vraiment une politique on va distinguer un petit peu, on va jouer c'est très intéressant. Distinguons l'Algérie et le Maroc. Ce sont deux aspects différents. Alors, en Algérie, administration militaire jusqu'en 1870-71, avec les bureaux arabes. Et à partir de 1871, l'Empire, donc Napoléon III, est renversé. La République est le gouvernement provisoire. Et à partir de ce moment-là, l'administration civile s'installe en Algérie. Et à partir de ce moment-là, l'Algérie française est morte. L'Algérie française est morte en 1871, quand on a supprimé les bureaux arabes, c'est-à-dire les officiers qui administraient les tribus, et qu'on les a remplacés par des fonctionnaires, avec tout ce que la France a de plus caricatural dans son aspect fonctionnariat. On remplace les officiers qui parlaient la langue du pays, qui connaissaient, qui étaient respectés, qui défendaient les tribus, etc., par des fonctionnaires, hier préfet du Rhône, le lendemain préfet de Constantine. Donc, terminé. On peut dire que l'Algérie va disparaître à ce moment, française est condamnée. Soulèvement des Kabyles, avec le soulèvement de Mokrani. Mokrani qui dit « Moi, je consens à obéir à un officier, mais je n'obéirai jamais à un marchand. » C'est un réflexe. Très sain réflexe. Et bien entendu, la République jacobine écrase la Kabylie, écrase Mokrani. Et les Kabyles vont être considérés ensuite comme des trublions. Alors que les zones dites arabes ne vont pas bouger. Les zones dites arabes vont pas bouger, au contraire, elles vont fournir des troupes à l'armée française pour aller lutter contre les Kabyles. Ce qui fait que la France va toujours se méfier de la Kabylie. Et d'ailleurs, en 54, ce sont les Kabyles et les Chaouia, les gens des Aurès qui vont se soulever. Ce ne sont pas les zones arabes. Au Maroc, c'est totalement différent. Au Maroc, c'est totalement différent parce que l'IOT, je vous disais tout à l'heure, l'IOT est l'archétype du colonisateur intelligent et réaliste. Mais l'IOT a cassé la berbérité au Maroc, il faut bien le voir. Parce que l'IOT est envoyé au Maroc pour restaurer le pouvoir du sultan. Or, c'est un pouvoir arabe. Et quelle est la situation du Maroc quand arrive l'IOT dans les années 1910-1912 ? Eh bien, c'est-à-dire que les tribus berbères sont en dissidence depuis quelques dizaines d'années. Elles refusent de prêter serment au sultan. Elles refusent d'obéir au sultan. Ou alors elles vont soutenir tel ou tel candidat. Il n'y a plus, si vous le voulez, la beïa, c'est-à-dire la beïa, le serment, le système politique marocain. Les chefs de tribus viennent prêter la beïa, c'est-à-dire le serment d'obéissance au sultan, et en échange, le sultan redonne l'autorité aux chefs sur les tribus. Et ces tribus doivent fournir l'impôt, payer l'impôt et fournir les troupes
en cas de guerre. Non. Tribus ne marche plus, tout ça a échappé au sultan. Il n'y a que les tribus arabes qui vont soutenir le sultan. Donc Lyautey vient pour rétablir l'autorité de l'État marocain. Et rétablir l'autorité de l'État marocain, c'est ce qu'on appelle la pacification. Mais c'est surtout ce qu'on appelle la lutte contre les tribus berbères. Et Lyautey va réussir, puisque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, une fois que la guerre du Rif sera terminée, quelques années après, Lyautey sera parti d'ailleurs, toutes les tribus berbères seront revenues dans l'obéissance au sultan. C'est-à-dire que la berbérité aura été reprise en main par la monarchie marocaine. Et dans les années 1930-35, certains responsables de l'administration française au Maroc ont dit, mais il y a deux Marocs. Il y a deux Marocs. Il y a le Maroc arabe, puis il y a le Maroc berbère. Et il faudrait peut-être qu'il y ait deux types d'administration. C'est ce qui va être mis en avant avec l'idée du daïr berbère qui va provoquer une réaction nationaliste au Maroc, parce que les Marocains vont dire, oui, mais attention, on essaie de couper en deux la population marocaine, oui, etc. Alors, il y a ce phénomène qui se produit. Donc, c'est très différent de ce qui s'est passé en Algérie. Parce qu'en Algérie, c'était la France. Donc, l'Algérie était dans la France, tout le monde était géré de la même manière, même s'il y avait un statut de l'indigénat, etc. Mais en principe, le but, c'était de faire des Français de Dunkerque à Tamanrasset. Jamais au Maroc. Parce que le Maroc était un protectorat. Donc, la gestion était totalement différente de celle qui pouvait être envisagée en Algérie. Alors justement, l'Algérie, est-ce qu'il y a eu une gestion particulière également de la part des autorités françaises du fait berbère durant les événements dits d'Algérie? Est-ce qu'il y avait aussi, on peut signaler dans l'insurrection algérienne, une place particulière de la berbérité en tant que telle? Ah ben, l'insurrection algérienne, le combat a été mené par les Berbères, par les Berbères de Kabylie et par les Berbères des Aurès, ça c'est très clair. Alors, les Berbères qui se sont fait, j'allais dire, rouler dans la farine par les tenants de la ligne arabo-nationaliste. Parce que ce sont les Berbères qui vont faire la guerre contre les Français, qui vont se faire écraser militairement par les Français, qui vont donc mourir, et qui vont se retrouver très affaiblis en 1962, au moment de l'indépendance, et qui vont se faire totalement supplanter par l'armée des frontières, qui est dirigée par Boumedienne et qui va mettre Ben Bella au pouvoir. Comment pouvait-on, par exemple, considérer un Messali Hadj de... Ah, c'est pas un berbère du tout. Messali Hadj, non, mais lui est un tenant de la ligne arabo-musulmane. Ouais. Le MNA, qui était en grande partie, le mouvement nationaliste algérien, le mouvement national algérien, était en grande partie composé de berbères, avait à sa tête un nationaliste arabo-musulman. Alors là, si vous voulez, c'est la grande contradiction, parce que dans le mouvement berbère, dans les années 1945-50, va se poser la question très claire. Affirmons-nous, avant de déclencher une insurrection, notre berbérité, ou bien mettons-nous notre berbérité sous le coude et attendons de la mettre en évidence au lendemain de l'indépendance? Et j'allais dire, les tenants du courant arabo-musulman vont posséder totalement les berbères. Ils vont dire, écoutez, ne parlons pas de berbérité, la priorité c'est de lutter contre les Français, donc parlons du nationalisme algérien. Ce qui fait que les berbères vont rentrer dans la lutte contre la France en laissant de côté leurs revendications berbères. Aucun des grands textes de l'indépendance algérienne ne fait allusion à la berbérité. C'est vraiment le courant arabo-islamique. De type jacobin, en plus. De type jacobin. Ah, oui. De type jacobin. Et ce courant, qui est très très fort en 62, puisque c'est le courant qui est incarné par l'armée des frontières, plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui ne se sont pas battus. Il faut bien voir que l'armée des frontières ne s'est pas battue. Elle était contenue au Maroc et en Tunisie par les lignes fortifiées, et chaque fois qu'une unité essayait de franchir la ligne, elle se faisait écraser par les troupes d'intervention, la Légion, les paras qui étaient là. Bon, ils passaient pas. Donc, ceux qui menaient le combat, ce sont les maquis de l'intérieur. Les maquis de l'intérieur, c'était qui? C'était les Berbères, qui vont se faire voler leur victoire. Parce que les Berbères auraient pris le pouvoir en 1962, l'évolution de l'Algérie aurait été totalement différente. L'Algérie n'aurait pas du tout évolué comme un État socialisto-jacobin, mettant en avant cette idéologie arabo-islamique qui est totalement étrangère à l'Algérie.
Alors justement, comment le FLN va gérer cette question berbère? Par le parti unique. Par le parti unique, par la persécution, par l'arabisation, on dit une politique. Par l'arabisation, la chaire de Berbère du ministre d'Alger est supprimée dès le mois de septembre 62. Le ministre de la culture algérien dit les Berbères n'existent pas, c'est une création des Pères blancs, c'est une création coloniale, il n'y a pas de Berbères. Et parler de berbérité, c'est être pour l'Algérie française, c'est-à-dire c'est soutenir le colonisateur. Les Berbères vont essayer de se soulever en 63, ils vont être écrasés, ce qui fait que la revendication berbère va dormir et elle va surgir périodiquement jusqu'au moment dans la décennie 80-90 avec le printemps berbère, avec cette résurgence très très forte qui va. Il y avait aussi un parti politique, le Parti des Forces sociales. Oui, mais de Hosni Ahmed, non? Oui, mais le problème d'Ahmed Ahmed, c'est qu'il a complètement camouflé la revendication berbère sous une appellation socialiste. C'est-à-dire qu'on ne sait plus. Effectivement, tout le monde sait que c'est un parti berbère, mais il ne met pas en avant la berbérité, il met en avant la démocratie et le socialisme. Donc, il ne met pas le côté identitaire en avant. Et donc, il va, Ahmed Ahmed va largement, j'allais dire, amoindrir la revendication berbère. Ce qui fait qu'il l'habille autour d'une revendication démocratique et socialiste. C'est pas ça le problème. Le problème est ethnique et culturel. Il n'est pas socialiste ou démocrate. C'est une question d'identité d'un peuple. D'ailleurs, en ce moment, c'est intéressant parce que les partis politiques berbères ou qui prétendaient représenter les berbères sont en perte de vitesse. Et l'on voit un mouvement très intéressant qui est en train de se définir dans le monde berbère en Algérie, c'est-à-dire une réappropriation de l'histoire. C'est-à-dire que les jeunes berbères intellectuels ont compris que ces partis politiques allaient à la soupe, les trahissaient, se faisaient acheter. Et donc, ils reviennent à l'histoire. C'est-à-dire, ils se mettent à découvrir leur histoire. Ils avaient des mythes, ils ne connaissaient pas leur histoire. Et l'on voit depuis un certain temps... Ça commence souvent comme ça. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a des sites sur Internet qui sont remarquablement bien faits. Et l'on voit une réappropriation de l'histoire. Alors, quand un peuple commence à se réapproprier son histoire, c'est bon signe. On peut aussi évoquer, pour le souvenir, quand même, une figure charismatique des années 90, le chanteur Matou Blounès, que Jean Mabir, d'ailleurs, avait croqué dans un numéro de Terre et Peuple, en tant qu'éveilleur véritablement de la berbérité. Lui aussi a été, je crois, un des héros de cette berbérité des années 90. Il a payé d'ailleurs chèrement de sa vie, après plusieurs attentats d'ailleurs dont il a été victime. Alors aujourd'hui le problème, c'est que l'Algérie existe-t-elle? Autant le Maroc existe. Alors ça, c'est sûr que certains auditeurs vont se manifester rapidement. Mais là, il faut dire les choses. Il faut dire les choses clairement. Ouais. Alors il y a une volonté d'existence, ça qui est tout à fait respectable, une volonté d'existence, mais cette volonté d'existence ne peut pas aboutir tant que sera niée la composante berbère, qui est tout de même l'âme, le tréfonds, le soubassement, j'allais dire, en anglais on dirait le bedrock de cette société. Alors, dire que l'Algérie est un pays arabo-musulman, c'est un mensonge. C'est comme la France n'existe pas depuis 1789. Elle existait avant. Et l'Algérie n'est pas arabo-musulmane. L'Algérie est berbère. Et sur ce fond berbère sont venus se greffer des influences arabes et une religion musulmane. Voilà. Mais il faut bien voir qu'au début, à la base, nous avons les Berbères. Et que cette histoire berbère est une histoire millénaire qui va durer et qui va perdurer jusqu'à l'époque contemporaine, puisque si l'Algérie est indépendante, c'est en grande partie parce que les Berbères se sont battus contre nous, Français. Alors que quand les Arabes n'ont pas suivi. En tout cas, cette question berbère continue de se manifester de l'actualité. Vous vous êtes exprimé très récemment, notamment avec l'affaire du Sahara, avec le soulèvement en Azawad, avec aussi le rôle que certaines tribus berbères ont pu jouer en Libye, en tout cas, ont voulu faire entendre leur voix. Très rapidement, il nous reste, je crois, quelques minutes. Pouvez-vous rapidement tracer le trait des évolutions en cours concernant justement le rôle des Berbères dans cette région? Alors, il y a un réveil, une renaissance berbère qui est tout à fait étonnante. En Libye, par exemple, personne ne savait qu'il y avait des Berbères.
On a découvert qu'il y avait des Berbères à l'occasion des événements de l'année dernière. Or, toute la partie située à l'extrême ouest... C'est le Fezzan, non plutôt Non, je parle de la partie... dans le Fezzan, il y a des Toubous et des Touaregs. Non, les Berbères, berbérophones, qui sont apparentés aux Berbères d'Afrique du Nord, sont dans l'extrême ouest de la Libye, dans le Djebel Nefouza, avec un débouché sur la mer. Alors, ce qui était intéressant, c'est que les statistiques officielles à l'époque de Kadhafi disaient il y a 5-6% de Berbères en Libye. C'est faux. Il y en a beaucoup plus de berbérophones. Et ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que 90% de ces Berbères vivent en Tripolitaine, c'est-à-dire dans la partie ouest. Et 100% de ces Berbères vivent dans l'extrême ouest de la Tripolitaine. Ce qui fait que la partie de l'extrême ouest de la Tripolitaine est une partie à majorité berbère, divisée en deux. Les Berbères berbérophones et les Berbères arabophones. Mais ce sont les mêmes, ce sont les cousins, ce sont les mêmes tribus. Certaines ont pris la langue arabe et d'autres ont gardé la langue berbère. Donc il y a un réveil très important qui se fait dans cette zone et ce sont les deux brigades berbères qui ont pris Tripoli. C'est eux qui ont gagné la guerre. Ce sont les seuls qui se soient battus. Les autres ne sont pas battus contre Kadhafi. Tiraient des coups de fusil, partaient, etc. Il n'y a pas eu de guerre. Les seuls qui se soient battus, ce sont les deux brigades berbères. L'une berbère berbérophone et l'autre berbère arabophone de Nefouza et de la région. Réveil berbère également, à l'heure actuelle, dans l'Azawad. Dans l'Azawad, avec les Touaregs. Mais attention, là on confond beaucoup de choses, parce que l'Azawad n'est pas uniquement Touareg, il n'est pas uniquement berbère, il y a trois Azawad. L'Azawad, c'est toute la partie nord du Mali, c'est une immense région. Les Berbères, donc les Touaregs, n'occupent, leur homeland n'est qu'une petite partie de l'Azawad. C'est la partie centre-est de l'Azawad. Toute la partie ouest de l'Azawad est arabe, ou berbéro-arabe, avec les tribus qui sont les tribus arabes, ou qui se revendiquent comme tribus arabes, et qui traditionnellement luttaient contre les Berbères. Et au moment de la période coloniale, nous nous sommes appuyés, nous, sur les tribus arabes Chamba, contre les Touaregs. Donc il y a des vieilles rivalités entre ces tribus. Puis le troisième Azawad, c'est l'Azawad du fleuve Niger, qui lui est un Azawad composite, avec certaines Touaregs, certaines tribus Touaregs, Imrad notamment, et puis des Songhai, des Peuls, des Maures, etc. Donc il y a trois Azawads. Mais les Touaregs, à l'heure actuelle, sont effectivement soulevés dans leur parti. Alors toute la question est de savoir, sont-ils, oui ou non, gangrénés par les islamistes ? Je pense que le danger islamiste en zone de Touareg a été beaucoup grossi. Le problème, c'est que si les Touaregs sont acculés, ils vont tendre la main à qui leur tendra. Et je pense que nous avons raté une bonne occasion de redistribuer les cartes dans la zone en appuyant les Berbères. Il eût fallu les appuyer d'une manière ou d'une autre. Et là, si se dessine une intervention ouest-africaine, bien entendu encadrée par les Occidentaux, nous risquons d'avoir un résultat assez contraire, c'est-à-dire de pousser peut-être ces gens dans les bras des islamistes qu'ils détestent. Ils les détestent parce que chez les Touaregs, ce sont les hommes qui sont voilés, pas les femmes. Il y a donc une approche qui est totalement différente dans la conception de l'islam. Ce n'est pas du tout un islam rigoriste comme l'islam salafiste. Le monde touareg est imperméable à l'islam salafiste. C'est un islam composite. Certains commentateurs des événements de cette région ont parlé aussi d'une ingérence américaine dans ces événements. Je pense notamment à l'article de Michel Lhomme, qui a été publié récemment sur la Grande Toile, où il parlait justement d'ingérence américaine à propos des membres du gouvernement malien et de certains groupes salafistes qui pourraient être, comme Al-Qaïda Maghreb islamique, plus ou moins des émanations, en tout cas manipulées par des services atlantistes, en tout cas des services américains. Que pensez-vous de cette approche, de cette thèse ? Moi, je ne suis pas du tout complotiste. Oui, non, mais c'est pas des complotistes. Moi, j'ai un réaliste. C'est ingérence géopolitique. Oui, donc, en tant que réaliste, je dis à qui profite AQMI ? Parce que AQMI, mon opinion profonde, c'est qu'AQMI n'existe quasiment pas.
AQMI, C'est un label aussi. C'est 400 combattants sur une étendue grande comme une fois et demie la France, qui ont une puissance de nuisance, effectivement. Tu vois, c'est un essaim de prise d'otage. Dans notre train de communication, ça frappe les esprits, ça frappe les opinions, ça joue son rôle. C'est un essaim de guêpe. C'est un essaim de guêpe, mais c'est pas un danger territorial. Non. Je ne vois pas les salafistes mordre sur le monde africain noir chez les Bambara. Pas possible. Bon. Et donc, qui a intérêt à grossir cette réalité AQMI? D'abord, les Maliens. Parce que sans l'épouvantail AQMI, ils sont certains que personne ne viendra les aider pour une hypothétique reconquête du Nord. Ça, c'est clair. Et puis, qui a intérêt encore à grossir AQMI? Eh bien, les nouveaux acteurs qui veulent peut-être s'implanter sur zone, dont les Américains. Parce que vous avez noté l'absence totale de l'Union européenne. La France, qui est en période électorale, ne s'occupe absolument plus de la question. On l'a vu au Darfour il y a quelques années, mais donc, il est évident que nous savons que les Américains sont présents sur zone, etc. Mais bon, alors de là à en faire un système, je ne sais pas. Voilà, moi je pose le problème simplement. D'accord. Alors aujourd'hui, la berbérité, c'est aussi quelque chose, une question qui ne peut pas totalement nous intéresser. Une bonne partie de l'immigration, donc d'origine maghrébine et d'origine berbère, assumée ou pas, on peut le voir, par le tissu associatif qui se développe en France, on peut le voir au niveau de l'enseignement, pour des professeurs qui peuvent avoir affaire à des élèves qui revendiquent soit leur arabité, soit leur berbérité. Quel pourrait être, est-ce que la berbérité, en tout cas le soutien à cette cause, en tout cas pour nous, la question ne se pose pas, nous sommes des ethno-différentialistes conséquents, nous sommes des soutiens de toutes les identités, mais est-ce que cette berbérité pourrait être un levier pour une politique française intelligente d'un règlement éventuel, en tout cas, qui serait souhaitable de la question migratoire? Je ne poserai pas la question dans ces termes, parce que moi je ne suis pas du tout un politique. Oui, bien sûr. Donc la question migratoire, c'est pas mon problème. Je renverse la question et je dis les pays du Maghreb peuvent-ils continuer à vivre sur le mythe de l'existence d'un Maghreb arabe qui n'existe pas? Parce que le Maghreb n'est pas arabe. Il est berbère, de religion musulmane, avec une langue dominante qui est l'arabe. Mais ce n'est pas un Maghreb arabe, c'est un Maghreb berbéro-arabe, ou mettons les proportions plus ou moins différentes selon les thèses que l'on veut avancer. Voilà. Ceci veut dire donc que dans l'immigration en Europe, ce que l'on voit souvent comme étant des Arabes ne sont pas des Arabes. Ce sont des Berbères, mais qui ne savent pas qu'ils sont Berbères, souvent. C'est ça le problème. Alors, ce qui serait utile, c'est de réapprendre leur histoire, leur vraie histoire, aux jeunes issus de l'immigration, pour leur dire « Mais vous croyez que vous êtes Arabes? Vous n'êtes pas Arabes, vous êtes Berbères. Reprenez vos racines, reprenez votre histoire, reprenez vos sources, et reprenez votre identité. Là, vous êtes acculturés. Vos vraies racines sont berbères. » On peut voir au gré de certaines classes, je n'ai pas certains collègues, des Massinissa, des Jugurtha qui ressurgissent. Eux assument. Alors quand vous avez un jeune qui s'appelle Massinissa ou qui porte le signe de l'homme, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, lui n'est pas acculturé, lui il assume, c'est un identitaire. Mais la plupart de ces jeunes qui cherchent dans un islamisme totalement artificiel une identité se trompent de chemin. Il ferait bien mieux de rechercher leur identité dans l'origine de leur peuple, c'est-à-dire leur identité berbère. Tout à fait. En tout cas, le moment va être venu maintenant de mettre fin à cette émission ô combien passionnante. En tout cas, nous espérons vous avoir très bientôt à nouveau sur nos ondes, Bernard Lugan. Je vais rappeler le titre et les éditeurs des deux ouvrages que nous avons principalement évoqués durant cette émission. Il s'agit tout d'abord de Décoloniser l'Afrique, point d'exclamation, aux éditions Ellipse, donc qui est sorti il y a quelques mois. Ensuite, un ouvrage que vous auto-éditez, qui est disponible sur votre blog, bernardlugan.blogspot.fr, Histoire des Berbères, un combat identitaire plurimillénaire. Donc, les auditeurs intéressés peuvent commander directement, soit sur votre blog, ou en envoyant un chèque avec leur règlement. La somme étant de 29 €, frais de port
compris. En tout cas, Bernard Lugan, nous vous remercions une fois de plus d'être venu sur nos ondes. Nous vous accueillerons avec plaisir pour reparler de nouvelles thématiques au gré de l'actualité. Et nos auditeurs, restez toujours en éveil. N'hésitez pas donc à acheter les ouvrages de Bernard Lugan pour ces thématiques et un regard nécessaire que nous devons porter sur ce continent africain. Et plus que jamais, à l'abordage et pas de quartier.